Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 29 juillet 2025 et c'est l'épisode 420, l'intelligence artificielle qui nous impose son rythme aussi dans l'actu tech de l'été avec, il y a un petit projet là, Opal de Google, on va en parler, un projet pour faire des mini-applications en langage naturel. Il y a Amazon qui rachète une start-up qui fait des bracelets qui écoutent tout autour de nous pour nous faire des synthèses, évidemment par intelligence artificielle. La suite des sorties de l'été, il y a aussi Proton qui lance un chatbot par intelligence artificielle qui se veut respectueux de notre vie privée. On verra si ça retient votre intérêt. Et puis, on a un peu de sécurité avec la faille SharePoint qui laisse imaginer qu'il y a peut-être des failles dans la manière de gérer les failles. Une sorte d'inception de failles quelque part. On a aussi quelques infos dans le juridique, dans le domaine des processeurs. Plein de domaines qu'on va aborder ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve une des voix de Tech Café qui nous retrouve depuis le Québec, cofondateur de Frandroid et d'Humanoid, des entreprises de médias d'information de qualité. C'est Pierre-Olivier Dibman. Salut Pierre-Olivier. Salut, comment ça va? Ça va extrêmement bien. Est-ce que toi-même tu passes un bel été et à quoi ressemble ton été? Est-ce que c'est un été qui ressemble au reste de l'année ou est-ce que c'est un moment un peu plus cool dans le boulot où tu expérimentes des choses? C'est quoi tes nouveautés tech du moment? Je te dirais que c'est plutôt plus chargé que d'autres moments de l'année. Ok. Donc, ouais, non, pas de repos. Bon, pas d'expérimentation, pas de repos, c'est pas grave. Et puis en plus, tu nous consacres un petit peu de temps. Donc merci beaucoup pour partager ton regard sur tout ce qu'on va aborder ensemble. Merci beaucoup à Pierre et à FR qui ont été s'abonner sur patreon.com/techcafé ou qui ont renouvelé leur abonnement. Je vous toucherai un petit mot de Patreon au cours d'épisode. Mais si vous voulez réagir au fur et à mesure de votre écoute, je vous rappelle que vous pouvez aller sur techcafé.fr, déposer des commentaires et puis aller sur Discord dans la rubrique réaction, techcafé.fr/Discord. En plus, c'est cool parce que vous avez Pierre-Olivier Dibman, justement, qui officie sur Discord régulièrement. C'est un des rares endroits où on peut le retrouver. Donc, c'est une raison de plus de nous rejoindre sur cet espace. On parle de tech, mais pas que. Hein. Vous parlez pas mal de mobilité aussi. Moi, je suis pas le plus actif là-dedans, mais c'est intéressant de suivre ces échanges. Un petit mot en retour avant d'aborder les news de la semaine. J'avais parlé, je sais pas si tu avais entendu le sujet, Pierre-Olivier, je ne t'en veux pas si c'est pas le cas, mais j'avais ressorti un document de travail philosophique qui a été publié au printemps et qui est revenu dans la veille là de l'actualité tech de cet été. Donc je l'avais pas vu avant, je sais pas pourquoi il est remonté, mais en tout cas moi je l'ai relayé dans le dernier épisode. Et puis j'en ai parlé un petit peu dans mon podcast perso, là, La Voix de Guillaume. Je vous invite à aller vous abonner et à écouter mes petites bafouilles quotidiennes parce que parfois je rebondis sur Tech Café, mais je rebondissais donc sur ce document de travail philosophique qui visait à ne plus comparer les smartphones comme étant des extensions de notre système cognitif, mais comme des parasites ou en tout cas des êtres symbiotiques qui pouvaient avoir régulièrement une tendance au parasitisme. Et c'est hyper marrant parce que j'ai eu énormément de réactions là-dessus et des réactions un peu virulentes, enfin virulentes, parfois enflammées en tout cas, qui visait à critiquer un petit peu ce traitement et cette vision des choses, parce que pour beaucoup de monde, le smartphone n'est pas le problème, mais c'est les dérives d'usage au travers des réseaux sociaux qui pourraient être considérés comme parasitaires. Entendons-nous bien, hein, c'est un document de réflexion sur le plan philosophique, donc il n'y a pas forcément d'enseignement pratique à en tirer. Moi, ça m'a aidé en tout cas dans ma vision des choses, et tu sais que j'y vois aussi une ironie, c'est que quand un problème est largement défendu par les utilisateurs, est-ce que c'est pas là la preuve ultime que le parasite a réussi à faire son travail jusqu'au bout? Je sais pas si tu avais un avis, une réflexion sur ce sujet. Est-ce que c'est utile, pas utile? Bon, Moi, j'allais faire le parallèle. Enfin, tu l'as fait avant moi, mais tu as été beaucoup plus délicat que moi, parce que moi, j'allais dire, ça me fait penser aux gens à qui on dit qu'ils ont un problème d'alcool. ouais, c'est vrai. Je dis assez régulièrement qu'il y a des trucs que je trouve pas mal. Par exemple, tu sais, The Frame, la télé de Samsung qui est tout le temps allumée. Et je dis, oh, ça consomme pas tant que ça. Et je me rappelle encore des propos de Guillaume Poggiaspala qui disent, c'est ce que disent tous les drogués. Bon, bah écoute, finalement, c'est de bonne guerre. Absolument. Non, et puis bon, voilà, faut se rappeler qu'effectivement, c'est un outil extrêmement puissant et on peut l'utiliser à bon escient. Simplement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des intérêts économiques très forts à ce qu'on ne l'utilise pas à bon escient.
Effectivement. Et puis derrière cette notion de parasite, faut pas voir que les appareils, il y a aussi les entreprises. Et on a largement fait le relais de la manière dont ils conçoivent ces produits pour toujours capter un petit peu plus de notre attention malgré notre volonté. Bon, une des tendances que j'ai relayées dans l'épisode précédent de Tech Café, c'est le vibe coding dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines. Ce procédé qui permet de faire du développement 100% avec des instructions en langage naturel, peut-être ici et là avec quelques ajustements dans le code à la main, mais grosso modo l'idée c'est de faire confiance pleinement à ces outils. On a parlé des tentatives de Jack Dorsey qui illustraient ces pratiques-là avec des applications qu'il a mis à disposition. Écoutez l'épisode précédent pour en savoir plus, mais là je voulais juste relayer un truc, un outil qui est sorti là du côté de chez Google que je trouvais intéressant sur sa première proposition. Après peut-être avec plein de limites, mais je me demande si au-delà du vibe coding, c'est pas une tendance de type no-code qu'on va voir fleurir grâce à l'intelligence artificielle. En gros, Google, ce que propose Google avec ce projet qui s'appelle Opal, il y a une démo en vidéo, c'est au stade expérimental sur leur site web, c'est de mettre à disposition Gemini 2.5, Imagen 4, AudioLM, VO évidemment, pour essayer de proposer des scénarios clés en main qui vous permettent de reproduire une pratique qui a été identifiée, qui a été proposée par la communauté, par les développeurs, et vous-même de concevoir avec des petits blocs logiques reliés avec des flèches pour enchaîner l'information, vos propres scénarios. Donc j'imagine les cas d'usage autour par exemple de traitement d'images bien spécifiques, de traitement d'effets vidéo bien particuliers ou d'exercices de rédaction là aussi bien spécifiques. Je trouvais juste que cette idée était hyper maligne. Je suis pas certain qu'elle aille très très loin et je sais pas s'il y a beaucoup de commentaires à en apporter, mais je sais pas si cet outil tu l'as vu arriver. Je sais pas si toi ça pourrait avoir un intérêt de ton côté, Pierre-Olivier, ou si ça t'évoque d'autres usages que tu verrais fleurir comme ça au fil de tes pérégrinations techniques. Tu l'as vu, Malheureusement, toi, j'ai pas pu. Opal? Ouais, effectivement, je l'ai vu passer. J'ai pas pu l'essayer parce que il n'est pas disponible au Canada. Alors, je l'ai pas essayé non C'est plus. vrai qu'au tout début, j'avais un petit peu de la misère à le placer dans le sens qu'il y a déjà Firebase Studio de Google qui fait du vibe coding, etc. Puis c'est en regardant un petit peu les exemples que là, je comprends que c'est vraiment le vibe coding de Firebase Studio ou Cursor AI, C-Line, ce genre d'outils est vraiment orienté pour les professionnels qui savent déjà développer et qu'on vient simplement mettre sous stéroïdes ou pas, dépendamment de la qualité de l'outil évidemment. Alors que là, on est vraiment sur un outil qui est pensé pour le grand public. J'ai même envie de dire que j'ai l'impression, j'imagine assez bien euh, excuse-moi, un jeune ou une jeune au lycée ou quoi, trouve pas une application qui ferait exactement ce qu'elle voudrait, ben, là, elle va tout simplement faire son scénario et générer le service qu'elle a besoin à la demande. Et je trouve ça, ça me laisse entrevoir peut-être un futur un petit peu plus positif. Tu sais, ces derniers épisodes, on a tendance à être très avoir un regard critique sur le web en particulier, mais les technologies en général. Puis là, moi, j'ai l'impression que si ce genre d'initiative se multiplie, on peut peut-être voir émerger une catégorie de nouveaux usages qui est beaucoup plus centrée sur l'utilisateur et lui rendre du pouvoir, là, alors que ces dernières années, on lui en prenait, là. Donc, je trouve ça intéressant. J'aimerais voir le reste de la tendance, là, Ouais, mais évidemment. Et ce que je trouve cool aussi avec ce type d'outil, c'est de permettre aussi de démocratiser des usages qui tirent parti de ces super LLM qui sont des superbes créations, hein, mais sans aller forcément au travers d'une interface chatbot, peut-être en revenir aux essentiels des outils, parce qu'effectivement, OpenAI, ils ont quand même imposé un rythme qui s'est manifesté aussi parce que les concurrents ont fait pareil, de systématiquement nous mettre des interfaces de chatbot. Et d'ailleurs, moi qui suis un grand utilisateur de Perplexity, je me rends compte qu'ils m'ont fait faire l'effort de rédiger mes requêtes de recherche avec des phrases, là où avant, j'ai toujours tenu bon dans Google à faire des recherches par mots-clés. Donc, ils arrivent à imposer le dialogue. Ils sont très bons là-dessus, mais je me réjouis de voir qu'il y a des outils qui
peut-être permettre d'entreapercevoir le fait qu'il y a des choses plus simples qui pourraient arriver. Écoute, tant mieux. Une autre manière d'utiliser ces fonctionnalités sans passer par une interface de type chatbot et qui va peut-être en réjouir certains et qui va en effrayer d'autres, c'est une startup qui s'appelle BeAI. Et pourquoi on parle de BeAI? C'est pas parce qu'elle avait émergé de par son originalité, en tout cas moi je l'avais pas vu passer du tout auparavant, c'est plutôt parce que Amazon l'a racheté, le prix est complètement inconnu, j'ai pas réussi à trouver le montant de rachat de cette startup, mais qu'est-ce que c'est que BeAI, de la startup BEE? C'est un bracelet que vous portez à votre poignet comme n'importe quel bracelet connecté, comme les Xiaomi Mi Band, peut-être les plus emblématiques et ceux qui ressemblent plus à ce type de produit. C'est pas très cher, je crois que c'est 50 € de mémoire. Il y a évidemment un abonnement que vous payez chaque mois. Et qu'est-ce qui fait ce bracelet? Eh ben, il écoute votre vie, il écoute votre journée, il écoute tout ce qui se passe. Et à la fin de la journée, ou à un moment où vous faites la requête dessus, vous allez pouvoir lui dire liste-moi toutes les choses qu'on m'a transmis comme étant des rappels que j'avais de choses à faire. Fais-moi la synthèse des réunions. Rappelle-moi toutes les phrases mignonnes qu'a pu m'adresser mon fils ou ma fille durant sa journée. Explique-moi de quoi on a parlé au dîner, au déjeuner. Et c'est vraiment l'archétype, je trouve, du produit qui fait rêver et qui fait peur en même temps. C'est génial de pouvoir se dire qu'il y a une espèce de mémoire alternative. Je fais là encore une fois une petite parenthèse sur mon petit podcast perso, La Voix de Guillaume, où j'ai parlé parmi les premiers épisodes avec la reprise là du fait qu'on n'était pas la to-do list de quelqu'un d'autre et que c'était beaucoup mieux d'inscrire un rappel dans une to-do list plutôt que de dire à quelqu'un de nous envoyer un mail pour nous rappeler quelque chose. J'ai l'impression que ce bracelet pourrait définitivement régler ce problème pour l'humanité. Évidemment, horreur, malheur de s'imaginer à quel point ça peut capter de la vie privée à notre insu. Et surtout, le fait que ce soit racheté par Amazon, avec qui on a eu déjà le scandale de la vie privée avec le rachat des sonnettes connectées Ring, est effrayant. Mais vraiment, si on met de côté tout ce côté effrayant, mais c'est génial ce truc, franchement, Pierre-Olivier, t'en rêves pas, toi, sur le papier, si c'était possible de pas les avoir, les problèmes de vie privée, mais franchement, c'est trop bien, un bracelet qui enregistre tout ce qui se passe autour de toi et qui te dit après ce qu'il faut faire. Oui, mais... Non, en soi... Sur l'usage, je suis très d'accord avec toi, même si c'est pas pour péter ta bulle comme on dit chez nous là. Les gens qui te demandent d'envoyer un mail alors que tu leur as déjà dit 500 fois ce qu'ils avaient besoin de savoir, là, ils vont pas acheter ça. Ils vont continuer de te demander de fider leur to-do list là. C'est vrai. Mais mis à part ça, sur l'usage, il y a pas grand-chose à redire. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'un device spécifique pour ça? Moi, j'ai l'impression que d'un point de vue purement produit et commercial, on s'en va sur un peu le même paradigme que les deux startups qui avaient sorti leur version là d'un petit clip avec un appareil le IA. AI Kin de Humane, notamment. Et l'autre, c'était le Rabbit R1 ou quelque chose. R1, ouais. Ouais, R1, ouais, exactement. Et puis, les gens étaient enthousiasmés par l'usage, ils ont déchanté sur la qualité d'implémentation, puis ça se règle, pas forcément pour ces startups-là qui ont épuisé leur fonds, là, mais en général, dans la vie, ça se règle, donc on peut espérer. Mais l'autre truc qu'on s'était aperçu avec ces deux débâcles-là, c'est que, en fait... c'était un smartphone, un mini smartphone, quoi. Et donc, c'est des choses qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Donc là, moi, la question que je me pose, parce que tu voulais évacuer le sujet de la vie privée, mais je vais tordre les contraintes que tu me donnes. Je vais évacuer le sujet de Amazon rachète. Mais je vais garder le sujet vie privée quand même dans mon scope. En gros, ce bracelet-là, moi, je sais pas quand est-ce qu'il enregistre. T'es avec moi. Ben oui, je veux dire, mais je sais pas qu'est-ce qui va ressortir. Alors que, si tu fais la démarche active on se rend compte, tu poses ton téléphone sur la table, parce que de toute façon, on pose tous nos téléphones sur la table, parce qu'ils sont trop gros pour nos poches de jeans.
quand on a des poches, parce Ouais, les hommes ont des poches. Bon, bref, en tout cas, tout effectivement. le monde met son téléphone sur la table. C'est visuel, je le sais. J'ai conscience que ce que je vais dire, ça va peut-être être résumé, analysé par un bot, etc., etc. Et oui, bien sûr, si tu le gardais dans ta poche, ça le ferait quand même. Mais il y a une espèce de transaction sociale quand même qui se fait. Alors, et c'est pas quelque chose que je vois arriver avec un bracelet ou toute autre forme de wearable. Et donc, je ne sais pas. Je suis pas sociologue, je suis pas philosophe non plus. Et si je l'étais, je ne serais pas votre sociologue. Mais j'ai l'impression qu'il manque un petit truc pour écarter définitivement l'aspect effrayant de la chose et renforcer l'aspect positif. Bon, après, là, voilà, si on rajoute que c'est Amazon en arrière, c'est encore un autre sujet. Mais je sais pas, tu vois, il me manque un petit quelque chose, un accord, tu Ok. vois, une transaction sociale qui fait que je suis comme, ok, toi, tu vas résumer ta journée, c'est cool, moi aussi, de toute façon. Ça se tient, ça se tient. Bon, écoute, de toute façon, c'est un exercice de pensée hein, que de mettre de côté les problèmes de vie privée, parce qu'effectivement, capter l'environnement avec tout ce que disent les gens à leur insu, bon, évidemment, ça pose un souci. Et tu as raison, le contrat social de poser un smartphone, voire même pour des réunions, hein, ça peut avoir du sens que de dire désormais, je sais pas si c'est accepté ou pas, mais de dire dans le cadre de réunions, peut-être pas d'ailleurs des tête-à-tête, mais à plus de 2 personnes, je sais pas pourquoi, ça offrait un peu de Je peux latitude. te confirmer que la quasi-totalité des réunions que je fais en dehors de l'entreprise sont enregistrées. Ok, Euh, et c'est pas, ça vient pas de nous d'ailleurs, hein, c'est souvent les partenaires. Ils ont un bot la vidéoconférence. ok. Et à l'interne, bon, on décide d'enregistrer nous ou pas. Mais évidemment, si on enregistre, ça vient avec un transcript qui sera cherchable, Et alors, etc., etc. ça c'est un truc intéressant aussi parce qu'on en parle régulièrement de ces teams qui te font des résumés de ce qui s'est dit avec les to-do list, etc. Moi, j'avoue que je suis sorti d'une entreprise avant que ça s'installe dans les usages. L'entreprise dans laquelle j'étais n'était pas forcément la plus réactive pour mettre en place ce type de fonctionnalité avant-gardiste. Toi, dans ton expérience de boulot, est-ce que tu les as, ces synthèses qui sont traitées par IA sur la base d'enregistrement et de transcripts de réunion? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un vrai plus? Alors, c'est pas très utile, sauf quand il y a des points de friction qui émergent, puis là on peut revenir en arrière et dire, regarde, là, on s'est dit que, D'accord. puis on avait ton engagement à ce moment-là, puis si ça a changé, c'est pas un problème, mais tu nous l'as pas dit. Ce genre mais c'est quand même très rare ça. Mais l'autre point qui est plus embêtant, c'est que on est dans un contexte multilingue, comme la majorité du monde, je veux dire le globe, le vrai là. C'est pas forcément le cas de la plupart des gens qui écoutent tes cafés, parce que la France c'est un pays unilingue, mais tu sais, Belgique, Suisse, bon là je prends que des exemples francophones, mon erreur, mais en général, là, dans le monde, là, le multilinguisme est quand même pas mal la norme. Et Teams est absolument nullissime à détecter les changements de langue. Je sais que Google a l'air assez bon, mais Google, c'est sur les sous-titres des vidéos YouTube, donc ils ont la chance de pouvoir traiter en asynchrone. Donc ils ont peut-être plus de facilité à mettre de la puissance de calcul sur ce genre de sujet, alors que Teams essaye de faire son transcript de façon synchrone. Mais personne lui demande, cela dit. Il pourrait très bien le faire en asynchrone. Et c'est sûr que les changements de langue sont très très difficiles dans la transcription. Ça donne des choses très très bizarres. On peut l'aider en lui donnant un contexte linguistique, mais une seule langue. Ok. Et pas deux, pas Il faut trois. explicitement lui dire de changer de langue à chaque Exact. fois, ce qui est un peu relou. Fait, Ok. fait que là, ce qui est très ironique, c'est que je me retrouve, quand j'en ai besoin, à prendre ma transcription, à la soumettre à un bot de LLM pour lui demander de le réécrire en lui donnant le contexte linguistique. C'est en lui disant, regarde, on a tendance à changer, telle personne va avoir tendance à parler telle langue. Est-ce que tu es capable là, d'essayer de deviner
quelle était la bonne transcription versus celle qu'on a obtenue. Et bon, ça nettoie pas tout, mais ça donne des résultats intéressants. Mais tu vois, c'est ironique parce que je dois utiliser un bot pour corriger un bot. C'est vraiment cocasse. Et je suis sûr que ces situations vont se multiplier à l'avenir en plus. Bon, ben, c'est intéressant parce que moi, j'avais en tête le fait que ça révolutionnait un peu les situations professionnelles. Je suis ironique, hein. J'avais un doute quant au fait que c'était vraiment, comme on dit, un game changer, mais tu me le confirmes en tout cas dans ta situation. Un point qui avance aussi avec l'arrivée de ces nouveaux outils, ben, c'est un truc qui n'a pas bougé fondamentalement depuis très longtemps. Ce sont les navigateurs web. Et on a plusieurs infos qui rebondissent derrière l'arrivée d'un Comet de Perplexity dont on a parlé la semaine dernière. Déjà, il y a Microsoft qui perd pas de temps. Ils ont Edge et ils ont Copilot. Eh ben, qu'est-ce qu'ils proposent? Eh ben, Copilot dans Edge avec un accompagnement comme ça de votre navigation. Donc, quelque chose qui peut interagir tout à la fois sur le contenu de vos onglets, mais quelque part aussi sur le contenu transverse de vos onglets. Donc, évidemment, Microsoft le propose très, très vite et dès maintenant. Donc, vous pouvez le tester dès maintenant, vous pouvez même le désactiver dès maintenant, et ça c'est quelque chose de bienvenu de la part de Microsoft. On aurait pu penser qu'ils proposeraient pas forcément de le désactiver. Ils tentent tout, j'ai l'impression, Microsoft, tout ce qui est possible pour nous faire adopter ces outils. On peut pas leur reprocher de pas essayer. J'ai pas l'impression que pour l'instant ils rencontrent un engouement dingue, mais en tout cas ils testent tout, donc ils surfent aussi sur cette vague. Et puis plus proche de moi, plus humblement, je teste Dia, puisqu'il y a eu des invitations qui ont circulé sur le serveur Discord de Tech Café, qui est le nouveau navigateur de Browser Company, je crois, qui est une entreprise qui avait fait un navigateur qui a sans doute pas obtenu des milliards de téléchargements, mais qui avait eu son petit buzz pendant un temps qui s'appelait Arc. Et Dia, c'est très exactement ça. C'est une base Chromium, donc le même socle que le navigateur Chrome. Et puis, vous avez cette espèce de couche d'interface chatbot sur le côté en permanence qui vous permet principalement trois choses. Il vous permet de dialoguer avec le contenu de la page que vous êtes en train de consulter, voire même d'aller faire des requêtes externes. Il vous permet d'être un assistant à la rédaction. Alors, c'est un peu bizarre d'avoir l'assistant de rédaction qui est sur une fenêtre un peu annexe à votre navigateur, à la fenêtre de votre navigateur, et sur le côté, on aimerait que ce soit intégré à la saisie de dialogue, mais en tout cas, c'est la même interface de discussion. Et puis, il y a une interface pour saisir du code, et en vrai, moi, dans mon cas précis où je suis amené à digérer des centaines d'articles chaque semaine sur de la veille, pour lesquels j'ai assez régulièrement besoin d'avoir des synthèses que je dois formater d'une certaine manière ou sur lesquelles j'ai un certain nombre d'attendus pour me résumer des points clés, pour aller approfondir un petit peu le contenu, j'avoue que ça commence à me faire gagner un temps assez dingue et je suis pour le coup très enthousiaste sur ce type de fonctionnalité et ce type d'outils, donc on verra comment ça avance. Et puis juste avant de te faire réagir sur ce mini segment de la navigation et des interfaces chatbot, sur tout ou partie qui suscitera tes réactions, Pierre-Olivier, je voulais relayer Proton qui a présenté Lumo. Alors Lumo, c'est un chat GPT mais à la sauce Proton, et donc il a des promesses éthiques. Il fait la même chose que votre chat GPT actuel ou que votre Gemini. Il fait même de l'analyse de fichiers, il fait de la navigation web. Point important, cette navigation web, elle est désactivée par défaut. Donc là, c'est un point aussi qui vous montre qu'il ne balance pas tout partout. Il n'y a pas de conservation de log, il y a du chiffrement, c'est open source, c'est hébergé en Europe. Ça s'appuie sur Mistral, une version open source de Mistral, 32B. Donc il répond convenablement. Tout un chacun sera juge pour attribuer des scores de qualité à cette interface-là, mais en tout cas, il a du répondant. Il est gratuit si on n'a pas de compte et si on ne veut pas d'historique. Et puis, si on veut une version payante, ça peut aller jusqu'à 13 € par mois pour une version illimitée. Je ne sais pas si tu as envie, toi, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour un Lumo de Proton? Est-ce qu'ils peuvent émerger avec ce type de choses? Moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même cohérent avec le reste de leur offre. Et puis, surtout, cette espèce de nouveauté, j'ai l'impression, sur cet été 2025 qui va se concrétiser dans les mois à venir, c'est tous les navigateurs vont intégrer, là on est d'accord, une interface à la chatbot directement sur le côté sans qu'on ait besoin d'aller lancer ChatGPT ou Perplexity. Est-ce que tu as pu tester et comment tu accueilles ça, toi? Bonne question. Comment j'accueille ça? Je suis pas sûr. T'as pas testé de Dia? Je suis sur la réserve. C'est-à-dire que Dia, moi j'avais pas été bluffé par Arc. Ok. Ça répondait vraiment pas à mon usage du web. Okay. Là, ceci dit,
je pense quand même que avec d'IA, en termes d'offres de fonctionnalités, on commence à arriver sur des choses qui pourraient m'intéresser. Puis je vais être curieux d'essayer, mais pour être tout à fait transparent, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Je pense que c'est très proche de ce que Google probablement aimerait Ouais. faire. On le voit avec leur, euh, leur ambition autour de Gemini, l'assistant, avec les actes d'achat automatique, ce genre de choses. Il y a cette vibe-là. Puis aujourd'hui, ils l'ont pas mis dans Chrome parce que je pense qu'ils sont dans l'expectative avec les différentes les enjeux juridiques C'est qu'ils ont à en termes de 100% évident que c'est ça. Ils n'auraient pas eu voilà. les menaces qu'ils ont eues, ils auraient intégré ça depuis belle lurette. Ouais. Et ce qui est flagrant, par contre, c'est que Microsoft est largué, on dirait le Microsoft du début des années 2000, qui n'a pas de stratégie, qui slappe des stickers sur les ordinateurs juste parce que bah, apparemment ça doit être cool, et qui envoie des... À l'époque, ils envoyaient des sondages genre à quel point recommanderiez-vous Windows à votre entourage, comme si les gens parlaient de ce genre de trucs autrement que pour parler d'autre chose que Windows. Là, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que la marque Copilote, elle est à bout de souffle, complet. Il pourrait sortir des fonctionnalités bien que les gens seraient comme déjà dégoûtés. Juste, ça s'appelle Copilote. C'est sûr que ça va être nul. Et donc Pourtant, là, j'ai le nom, je le l'impression trouve que cool. Moi, je l'avais déjà dit. Tu sais, je trouve que c'est le meilleur nom qui ouais, existe en plus. Mais comme quoi, c'est hein. juste que, tu vois, ils ont mis les stickers sur des laptops, il y a des fonctionnalités qui sont difficiles à désactiver, les premières fonctionnalités, c'est juste comme, on va mettre de l'IA parce que c'est le truc à la mode. Fait que c'est là qu'ils ont abîmé cette marque-là, parce que oui, t'as raison, le nom est très bien trouvé, le logo, il n'y a pas grand-chose à redire, et puis la techno est bonne. Mais c'est ça, c'est cette attitude de le mettre partout que je pense qui est problématique dans la réception que les gens vont en avoir. Et puis bon, dans le navigateur, ça a l'air d'être OK, mais c'est sûr on est loin de l'approche de d'IA. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des gens qui vont... euh, il y a plus de gens qui vont râler que de gens qui vont trouver un intérêt là-dessus, quoi. Probablement. Bon, je t'ai envoyé en parallèle une invitation à Dia si tu as envie d'y consacrer un peu de temps. En vrai, c'est cool Gentil, parce que, merci. effectivement, comme c'est le socle Chrome, on aime l'écosystème Chromium, en fait. C'est le socle Chromium. Donc, on a toutes les extensions que vous avez l'habitude d'utiliser avec Chrome. Bon, il y a quelques petites bizarreries. On sent que c'est du test encore. Mais franchement, c'est enthousiasmant. Alors, on continue un petit peu avec les innovations à base d'intelligence artificielle pour le meilleur et pour le pire. Et à commencer par le pire, puisque je vous parlais de Annie la semaine dernière, qui est cette avatar mangaïfiée de jeune fille dragueuse dans Grok. Et j'étais complètement passé, je voulais juste en toucher un mot comme ça en complément de l'actu de la semaine dernière, sur Bad Buddy, je crois. Et en fait, j'avais pas vu, j'étais pas rentré dans les détails du personnage. Mais il y a un autre avatar qui est beaucoup plus mignon que Annie. C'est un petit renard. Franchement, je pense qu'il y a un dessin animé que vous pourriez trouver sur Netflix, sur vos plateformes pour vos enfants. Rien que le chara design, le dessin du personnage est hyper enthousiasmant pour des enfants. Et le truc t'insulte et te provoque, mais comme jamais un truc t'a insulté et provoqué. Et en fait, il arrête pas de dire que t'as un petit zizi, il le dit évidemment avec ses mots, et il dit que ouais, t'y connais rien, t'es un loser, que t'es vraiment pas classe. Et alors, tu sais, j'ai testé en fait, juste pour le fun, j'ai testé le truc, et puis pour me rendre compte un peu de ce que c'est. Et je me sens quand même assez distant des provocations, tu vois, maintenant quand il y a des gens dans la rue qui me provoquent un peu en voiture, ça, j'arrive à tenir bon et à pas relever. Mais lui, j'y arrive pas, quoi. J'ai vraiment envie de me défendre. C'est aberrant comme c'est pourri de provocation. Et le fait que le design soit destiné à vraiment donner un côté enfantin, bah, évidemment, tout cela est voulu, hein, mais c'est tellement choquant et tellement révélateur de la culture qu'il y a derrière cet écosystème et derrière ce que fait Musk. Bref, je rebondis aussi pour compléter, pour dire qu'il y a un retour de Vine. Est-ce que tu avais utilisé, toi, Vine, Pierre-Olivier? Vine qui se dessine, cette
parti de Twitter pour les vidéos en 7 secondes. J'ai- TikTok avant TikTok. Hein. J'étais parti de Twitter bien avant. Pour des raisons de toxicité. Comme quoi Je suis un peu un hipster du départ des un réseaux sociaux. avant-gardiste. Exactement. Vine, je regardais les récaps sur YouTube, puis that's it. Mais c'est vrai que j'accrochais pas tellement au concept parce que surtout, je pense que à l'époque, la qualité était assez La moyenne. qualité était Évidemment, crado. il y a plein de gens qui sortent du lot parce qu'ils savent faire, etc. Mais voilà, à l'époque, c'est pas vrai que tout le monde pouvait s'improviser vidéaste, surtout sur des formats très courts. C'est difficile d'être percutant, Vraiment. de faire passer quelque chose. C'est déjà difficile en 140 fucking caractères, là. Alors 7 secondes de vidéo, Au moins, là, c'était oubliez ça. cohérent. Oui, absolument. Non, c'était. Et puis je pense qu'effectivement, c'est dommage qu'ils aient pas insisté un peu plus parce que voilà, l'avenir a montré que la vidéo a absolument sa place en termes de À réseaux fond. sociaux, on le sait tous. Et donc c'est logique que Elon se lance là-dessus. Qu'est-ce qu'il va en Alors, il a faire? dit que ça allait revenir comment avec tu de la vas lancer sauce, avec de l'intelligence artificielle, évidemment. Alors, bon, Évidemment. forcément. Bon, après, Puis s'il avait racheté Microsoft, il aurait appelé copilote, mais euh, forcément. Bon, écoutez, en tout cas, on verra si ce retour de Vine arrive à concurrencer ce qui se passe en matière de vidéos et de réseaux sociaux à base de vidéos. Et puis, alors, je suis sûr que tu vas avoir peut-être matière à apporter ton regard critique ou un truc du genre, je vous l'avais bien dit. Mais il y a Google qui, je sais pas si t'es équipé, toi, d'interface domotique Google à titre perso. Est-ce que t'as un assistant? Est-ce que... Non, enfin, il me semble pas. non, je suis tranquillement en train de me diriger vers une install Home Ok, Assistant, très bien. donc la version Très libre, bien. étendable et auto-hébergée, mais j'ai rien Bon, de Alexa, alors donc tu es Siri ou... préservé parce que je connais de nombreuses personnes dans mon entourage qui depuis quelques mois avaient installé, tu vois, mais même des trucs assez simples en fait, juste des lumières, en plus avec Tradfree ça marche très bien de chez Ikea. Simplement l'éclairage en fait, en vrai c'est cool. Et puis quand tu commences à faire un scénario où tu baisses les stores, t'éteins les lumières quand tu dis bonne nuit, en vrai c'est sympa. Et en fait avec l'écosystème Google et Google Assistant, ça marchait plutôt bien jusqu'à, on va dire, il y a quelques mois, début d'année. Le truc s'est mis à être extrêmement peu fiable. Alors déjà à la base c'était pas fiable tout le temps, hein. Il y avait toujours des petits cas d'erreur, des cas où si tu tousses au milieu de ta phrase il te comprend plus, mais là a priori on est parti quand même sur une dérive d'inefficacité. Et il y a eu une discussion Reddit qui s'est un petit peu enflammée sur le sujet. Il y a eu une réaction du côté de Google qui a admis effectivement qu'il y avait un souci, que des améliorations importantes allaient arriver. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce souci? Eh ben, il y a eu une bascule derrière le moteur qui faisait tourner l'interaction vocale et la reconnaissance de vos instructions pour que ça bascule sur Gemini. Et il comprend beaucoup moins bien le contexte et a priori, comme beaucoup de personnes avaient pu le suspecter, ces outils sont beaucoup moins bons quand il s'agit de reconnaître ce que vous dites dans un contexte comme par exemple avec de la musique. Voilà. Moi je suis un peu surpris en fait parce que sur le papier, n'importe quel observateur technique pourrait dire non mais forcément les LLM modernes ils arrivent beaucoup mieux à comprendre les instructions vocales qu'avant. Et finalement j'ai l'impression que c'est un truc qui est suffisamment contre-intuitif pour qu'on ne l'ait pas vu venir, mais oui, le passage à un Gemini un peu avancé fait que ça marche moins bien, quoi. Voilà, Il y a une différence de paradigme aussi de la part de Google, c'est qu'avant, ils avaient plein de petits modèles d'IA, de langage ou non, pour plein de choses. Donc Google Translate, voilà, c'est pas un algo, hein, c'est un modèle. BERT aussi, on Évidemment, l'oublie après, souvent, mais BERT, ça a été exactement, oui, la première utilisation massive d'un LLM pour la recherche, quoi. tout à fait. Et plein, plein, plein d'autres exemples. Et Google Assistant, c'était déjà un modèle, mais il était optimisé. Google Assistant, il avait été entraîné sur les données de domotique, avec un petit twist sur les données utilisateurs, etc., etc. Là, maintenant, ils sont rentrés dans le modèle OpenAI, à la OpenAI, je devrais dire, de un modèle pour tout faire. Et
c'est moins efficace. J'imagine que pour eux, en termes de coût d'infrastructure, il y a un certain nombre de choses qui font que c'est avantageux. En tout cas, j'ose espérer qu'ils ne prennent pas ce genre de décision à la légère, parce que si c'était une entreprise qui se lance là-dedans, je peux comprendre qu'ils prennent le modèle dominant, mais ce n'est pas le cas de Google. Donc, il doit y avoir une raison pour laquelle ils se dirigent vers un paradigme où il y a un seul modèle qui devrait répondre à tous les besoins. Mais le fait est que, par définition, ça ne sera jamais optimisé pour chaque besoin. Ça sera juste le truc le plus versatile possible et ça va demander plus de puissance de calcul. Il y a moins de chances que ça tourne localement. On prend l'exemple de Google Translate, il tourne sur le device, il ne tourne pas dans le cloud. Enfin, il peut faire des requêtes dans le cloud, mais par défaut, il est sur le device, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas surpris de lire des trucs comme ça. Je suis surtout déçu, en fait, parce que en plus, c'est pas vraiment des problèmes qui sont difficiles à régler. On se parle d'enjeux de contexte, là, finalement. C'est pas qui comprend pas ce qu'on dit, c'est qui comprend pas le contexte dans lequel on le dit. Donc, quand il s'agit de jouer de la musique ou d'allumer telle lumière, en fait, il n'est pas suffisamment malin pour aller lire l'état des différentes choses qui fonctionnent dans la maison, se rappeler de ce qui a été dit une heure avant, parce que probablement qu'il a fait des opérations entre-temps, opérations que nous, on n'a même pas conscience qu'il a fait, et donc on se rend même pas compte, nous, que sa fenêtre contextuelle est dépassée. Et tout ça, c'est des trucs, honnêtement, là, c'est de la config, ça se règle pas si difficilement. Évidemment, là, quand on s'appelle Google et qu'on a 1 milliard d'utilisateurs, n'importe quel problème simple devient un problème compliqué. C'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est juste pour dire que c'est décevant là qu'ils aient mis ça en prod sans plus de tests, sans plus de retours, là, parce que aussi quand on a 1 milliard d'utilisateurs, c'est facile de faire une bêta à 0,1%, ça fait déjà beaucoup de retours. Donc bref, voilà, c'est décevant. Dommage, mais effectivement, probablement qu'on ne peut que vous recommander, si vous voulez un peu de fiabilité de contrôle, d'aller installer une petite instance Home Assistant. Il y a un paquet d'épisodes de podcast à ce sujet, notamment chez Tech Café, mais beaucoup de ressources en ligne aussi. Puis c'est devenu quand même, je trouve, plutôt simple. Je pense que pour la population qui écoute Tech Café, ce sera plutôt accessible. Allez, quelques dernières infos pour l'intelligence artificielle pour qu'on s'en débarrasse et qu'on passe à d'autres petits sujets. Des records avec un humain qui a battu une intelligence artificielle dans une compétition de code. Mais bon, a priori, ça progresse quand même du côté des intelligences artificielles. Donc l'humain, avec son pseudo Psyo, a gagné. Il se dit donc totalement épuisé. C'était un tournoi à Tokyo pour une durée de 10 heures. Quand même, OpenAI, derrière, ils sont arrivés deuxième. Donc sur ce concours d'optimisation, il fallait proposer le plus de solutions en code possible. Ça doit être captivant, pas forcément très très fun en interaction sur le coup, mais ça doit être cool de suivre ce type de compétition. Une autre compétition qui est peut-être pas si évidente que ça à suivre, peut-être même encore plus compliquée, c'est un concours de mathématiques. Et là pour le coup, il ne se contente pas de la seconde place, mais Google gagne une médaille d'or. Alors c'est un concours, il n'y a pas juste une médaille d'or, une médaille d'argent, mais il y a une multitude de gagnants. Enfin, il y en a plusieurs en tout cas qui peuvent gagner. Ils ont gagné avec une version avancée de Gemini, donc qui est bien meilleure en maths qu'en compréhension d'allumage et d'extinction de lumière. 5 problèmes de maths sur 6 en 4,5 heures, c'est une note de 35 sur 42. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que OpenAI aussi mériterait d'avoir une médaille d'or. Patatras, ils se sont pas inscrits, voilà, fallait aller venir à l'examen pour avoir sa médaille d'or. Et puis, un autre truc qui est marrant, c'est que c'est l'occasion de souligner un des seuls trucs qui paraît cool et positif du côté d'Elon Musk en ce moment. Il a juste félicité Sundar Pichai et a dit oh, bah, bravo pour ce que vous avez fait, c'est très bien. Donc voilà, ça le rend cool, Elon Musk, sur ce point-là, il en avait peut-être besoin. Bravo. Un dernier point aussi, avant de parler un tout petit peu plus d'enjeux légaux ou sociétaux. Samsung a clarifié une espèce d'inconnu quand ils ont lancé les fonctions par intelligence artificielle sur leurs appareils, notamment avec la gamme Galaxy, il y a de ça un peu moins de 2 ans. Ils avaient dit que ce serait gratuit jusqu'à fin 2025. Forcément, quand on dit ça, on n'a qu'une idée en tête, c'est de se dire, bah oui, ils vont nous faire payer des abonnements après. Et
Ils sont revenus dessus, ils ont annoncé que les fonctionnalités qui étaient disponibles sur votre appareil, les fonctionnalités par intelligence artificielle qui sont disponibles sur votre appareil lorsque vous le sortez de la boîte, ça resterait gratuit. Donc ça laisse encore entreapercevoir le fait qu'ils pourront facturer un truc très 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 avancé. Mais enfin bon, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas, moi j'y croyais vraiment hein, qu'ils allaient nous facturer des services et des fonctionnalités dans le temps. Apple, je pense pas parce qu'ils ont un autre modèle économique, mais Samsung, je les aurais bien vus faire ça. Bon, finalement non. Ouais, on se parle de fonctionnalités. En tout cas, la liste qu'ils ont donnée, c'est toutes des fonctionnalités qui peuvent tourner sur le device. Pour partie qui tourne d'ailleurs hein, sur l'appareil. Oui, il peut y avoir des backups sur le cloud de temps en temps. Moi, j'ai pas de Samsung, alors je peux pas vérifier exactement, mais elles ont tout le potentiel de le faire si c'est pas déjà le cas, mais effectivement, Live Translate, ça doit être fait sur le device à la fois pour l'audio, pour l'écrit, les résumés très faciles, nettoyage audio, nettoyage de photos, ce genre de choses. C'est devenu très facile de le faire fonctionner sur le device, donc c'est assez logique qu'il n'y ait pas un abonnement. Comme tu le dis, cela dit, la simple formulation ouvre la porte quand même à un abonnement pour des fonctionnalités plus avancées. Mais c'est relativement logique quand même de faire payer les services. On peut imaginer un miroir du modèle de facturation de Google avec Google One et qu'on avait commencé à payer juste pour du stockage de données puis que maintenant intègre d'autres services. On peut imaginer ça en miroir arriver chez Samsung, mais c'est effectivement important de le souligner pour les consommateurs que ces fonctionnalités-là ne seront jamais payantes. C'est un bon point, effectivement. Samsung, ils sont forts hein, quand même sur les abonnements. Ils arrivent à vendre des abonnements. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, hein, mais justement, les télés de frame là, dont je parlais, vous avez un abonnement, hein, par exemple, pour avoir accès à une galaxie d'images. C'est 50 balles par an. Petit coquin. Ouais, juste pour un fond d'écran de la télé, quoi. Après, il y a un catalogue d'images qui semble vraiment chouette et enrichissant, mais bon, c'est 50 balles. Oui. C'est une image statique. C'est une image statique. Écoute, on soutient l'art, tu vois, peut-être comme ça. Bon, je pense surtout qu'on engrange les recettes de Samsung en plus. Ouais, parce que l'immense majorité des artistes sont morts depuis longtemps. Là, mais ils ont des partenariats avec des musées, il me semble. Tu vois, c'est encore mon côté drogué qui vise à défendre ces produits-là jusqu'au bout. Bon, allez. C'est un très bon produit, mais j'ai pas envie de payer mensuellement. Voilà. Annuellement en l'occurrence, mais bon, c'est... Bon, bref, allez, un petit mot, donc d'éléments de contexte un peu géopolitique, toujours un petit peu concernant l'intelligence artificielle et avec un peu d'orientation politique, c'est une situation qui est en train de se dérouler au Missouri avec un monsieur qui est le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, qui a commencé à prendre la parole sur la manière dont les chatbots par intelligence artificielle auraient des biais contre Donald Trump parce que les chatbots font pas des classements qui sont valorisables, enfin qui sont pas positifs pour Donald Trump et qui ne reflètent pas la réalité selon lui. Il y a des polémiques comme ça qui vont de toute façon se multiplier, hein, ça commence maintenant, mais ne soyez pas surpris, dans les semaines et les mois et les années à venir, il va y en avoir évidemment beaucoup, comme ça a été le cas avec les réseaux sociaux auparavant. Et évidemment, il tourne le sujet de manière subtilement arrangeante. Il dit que c'est pour protéger les consommateurs contre la désinformation et la censure politique. Mais il souligne évidemment que, en l'occurrence, on ne pourrait pas incriminer les entreprises de mal faire leur travail directement. On ne pourrait pas explicitement les mettre en cause, notamment avec la section 230 qui fait l'objet, vous le savez, de discussions et de remises en question sur le plan politique aux États-Unis. Mais en tout cas, le problème qui est mis en avant pour servir d'exemple à cette situation, c'est que si on demande aux intelligences artificielles un peu qui ont pignon
pognon sur rue, de Google, Meta, Microsoft, OpenAI, de classer les 5 derniers présidents de la République, de celui qui a eu les actes les plus antisémites aux actes les moins antisémites. Donc déjà, c'est marrant d'imaginer ce type de classement et ce type de démarche de recherche. Bon, moi, ça m'interpelle, mais bref, mince, patatras, Donald Trump arrive dernier, alors qu'il a fait plein de choses pour Israël, par exemple, et qui, franchement, ne tient pas des propos antisémites comme plein d'autres, voyons. Bon, vous comprenez bien, il y a cette espèce d'aperçu de ce qui va se passer à l'avenir qui est vraiment une dérive derrière la critique de l'info qui peut être restituée par ces outils, comme ça a pu longtemps être le cas pour les moteurs de recherche et pour les réseaux sociaux. Et puis justement, Donald Trump qui vise, lui, à bannir cette horreur, ce fléau qu'on voit affronter en ce moment, qui sont ces IA woke, qui en plus freinent un peu l'innovation et qui nous embêtent en plus sur le plan environnemental. Il a signé 3 décrets sur l'intelligence artificielle, Donald Trump. Il veut faire, vous le savez, des États-Unis le leader mondial de l'intelligence artificielle. Il y a un des décrets donc, qui interdit explicitement l'utilisation d'IA woke, qui est pas neutre idéologiquement, et ça, c'est pas bien, dans les contrats gouvernementaux, et qui critique les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Et puis, il prévoit donc d'assouplir les règles environnementales pour faciliter la construction de centres de données, d'usines, malgré tout ce qu'on a pu dire sur le plan écologique. Et puis, il voudrait en plus une norme fédérale unique, parce que, évidemment, le seul obstacle à ce type d'orientation, c'est que les États des États-Unis y mettent leur grain de sel, et il veut évidemment tout faire pour que les États ne régulent pas individuellement l'intelligence artificielle. En fait, Pierre-Olivier, au-delà du relais de ce sujet, sur lequel finalement il n'y a peut-être pas beaucoup à dire, à commenter, moi ce qui me marque, c'est qu'on aurait dit ça d'un pays, même il y a quelques temps, pas forcément aujourd'hui, d'un pays comme la Russie. À la limite, ça aurait pas fait sourire, on aurait trouvé ça normal. Et j'ai toujours l'impression qu'on est un peu, je sais pas, en train de sourire quand on voit ça, rire jaune, certes, mais en fait, au bout d'un moment, est-ce qu'on ne doit pas arrêter d'avoir ce réflexe du sourire et s'offusquer plus qu'on ne le fait? Tu vois, même dans mon relais, j'y mets une pointe de sourire, d'humour, de distanciation, mais à quel moment est-ce qu'il va falloir finalement que le peuple américain se soulève un peu plus sérieusement par rapport à ça? Le problème, c'est que, puis là, ça va être difficile de pas prendre parti, là, Fais-toi mais plaisir. c'est que la droite américaine, elle a un syndrome de victime qui est de plus en plus fort. Enfin, d'une façon générale, les extrêmes politiques ont un syndrome de victimisation avec cette idée que le discours mainstream les écarte, etc., etc., qui est parfois vrai, parfois pas forcément le cas, ou en tout cas qu'il y a des raisons objectives et rationnelles qui l'expliquent. Mais l'enjeu avec le Parti républicain, c'est qu'il s'est fait noyauter complètement par son bord extrême. Donc aujourd'hui, la droite américaine est devenue un extrême, en tout cas tant que le mouvement Make America Great Again préside, entre guillemets, le Parti républicain. Et donc, eux, ils souffrent beaucoup du traitement médiatique qu'on peut leur imposer. Parfois même, des chaînes comme Fox News se font clasher parce qu'ils ont sorti des chiffres qui sont les vrais, et ça arrange pas trop le plan. Et donc là, avec l'IA, il y a deux enjeux. C'est ce monde-là, c'est que l'IA est entraînée sur des données qui sont certes massives, mais qui ont quand même été choisies. Donc, on se parle de Reddit, on se parle des transcriptions de YouTube, on se parle de Wikipédia, etc., qui sont pas toujours des données qui arrangent ce pan-là de la droite américaine. L'autre truc, c'est qu'en plus de cette sélection-là qui est réelle et qu'on peut critiquer, qui n'est pas forcément 100% objective, puis pour des raisons, il y a aussi le fait que en arrière, on entraîne les modèles à
essayer de sortir des clichés qu'ils ont potentiellement ingérés dans leur phase d'apprentissage. On en a parlé beaucoup l'année dernière sur la génération d'images avec des enjeux de représentativité des minorités, etc. etc. Et donc, c'est là-dessus que la partie de la droite américaine qui est capable de verbaliser un discours rationnel est vent debout. C'est là-dessus qu'ils ont des problèmes. Évidemment, la façon dont ça émerge dans le discours public est assez loin de ces critiques-là. C'est plutôt genre, oh là là, il dit que Trump c'est un méchant, ça me saoule. On est malheureusement à ce niveau-là du débat. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à analyser quand même sur la sélection des corpus d'apprentissage et ensuite le fine-tuning et les prompts qu'on peut avoir. Et une personne qui serait extrêmement bien placée pour répondre à ces enjeux-là, c'est Elon Musk, mais il a choisi une autre voie. Il a commencé à avoir ce discours-là en disant il y a des problèmes d'entraînement, et en plus il avait commencé à avoir ce discours-là à un moment où clairement les modèles d'OpenAI arrivaient plus à sortir des trucs intelligents parce qu'ils étaient vraiment dans l'espèce de modèle là de thèse, antithèse, synthèse, puis je te donne pas mon avis, qui est effectivement très nul. Mais malheureusement, ce qu'il a fait avec Grok ne correspond pas à ce qu'il annonçait. Il a lui aussi mis des guardrails là, donc des lignes de conduite. Ses équipes. Donc même Elon Musk, qui est la personne la mieux placée, n'en déplaise à ce qu'on peut penser du personnage et de ses opinions politiques. Même lui, il a échoué là, à tenir un discours cohérent, rationnel et à proposer une offre qui pourrait être potentiellement un petit peu plus objective, quitte à blesser des gens. Mais donc, il y a un vrai enjeu, mais on l'adressera jamais parce que le discours n'est pas du tout à la hauteur. Et puis évidemment, là sur l'exemple de l'antisémitisme, il faut encore que, puis là je m'excuse d'être politisé là-dessus, mais il faut encore que une partie de la droite américaine comprenne que la façon dont ils soutiennent Israël, c'est purement pour un agenda chrétien évangélique vis-à-vis de ce qu'ils pensent que la fin du monde est, et pas du tout parce que ils sont des alliés des Hébreux. Là. Donc voilà, il y a un mélange des genres qui fait que on n'arrivera pas à avoir une IA objective si tant est que ça puisse exister de toute façon. Dans l'interface même de l'outil, j'arrive à me demander s'il n'y a pas quelque chose à arbitrer. Bon, évidemment, aux États-Unis, ça ne se fera jamais, mais à partir du moment où tu veux classer sur l'antisémitisme des présidents de la République, j'arrive à me demander si c'est le type de requête qui a vraiment ses vertus et qui ne démontre pas au contraire une volonté d'aller titiller des trucs, tu vois. De toute façon, par définition, juste sur la façon dont ça fonctionne comme technologie, la façon dont tu poses la question, ça va influencer le résultat. Bon, après, on va dire, c'est la même chose avec les gens. Hein. Un sondage, on peut poser les questions de plusieurs façons et obtenir des résultats différents. J'ai quand même l'impression qu'avec un modèle de langage moderne, qui est programmé en chatbot avec les guardrails qui existent, on a quand même beaucoup plus tendance à influencer les réponses qu'avec des gens, parce que il y a cette espèce de sacro-sainte norme de tu dois aider l'utilisateur. Et ça, c'est sûr que ça va être difficile pour un modèle de langage de répondre je ne sais pas ou je ne suis pas d'accord, simplement parce que dans le top de ces instructions, il y a celle-là. Je dis pas que ça arrive pas, parce que ça m'est déjà arrivé que Gemini me dise non, c'est pas vrai ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est quand même rare. Il faut aller dans des déclarations extrêmement choquantes pour qu'il te recadre. Mais si tu lui dis un truc du genre il pleut plus à Bordeaux qu'à Toulouse, je sais pas quelle est la vraie réponse, j'en sais rien, il va pas te corriger si t'as tort. Limite, il ira regarder dans les bases météo pour mesurer la pluviométrie de manière objective, peut-être, je sais pas, s'il fait bien les choses. Allez, bon. De toute façon, tu vas verbaliser la réponse.
même avec les vrais chiffres, je crois pas qu'il va te dire que Allez. t'as tort. Et ça, c'est quand C'est même vrai, important. c'est vrai. Faites le test, tiens, ce serait intéressant. On pourra continuer à en échanger sur Discord, tiens, de cet exemple-là. C'est intéressant. Allez, une petite pause quand même avant qu'on termine notre épisode et qu'on parle, je vous le promets, un petit peu moins d'intelligence artificielle. Je fais un petit message et un appel du pied pour les allergiques à cette thématique, juste pour vous rappeler l'importance croissante, hein, quelque part, de Patreon, parce que plus que jamais, dans le cadre de mon choix de me lancer en indépendant dans la création de contenu, et notamment dans l'animation et la réalisation de Tech Café, eh ben, je ne peux que vous demander votre aide si vous en avez bien entendu la possibilité, et si jamais Tech Café a un peu d'importance pour vous, que ce soit pour vous divertir, hein. Je sais que des personnes peuvent se reposer en écoutant Tech Café, voire même s'endormir. Je ne dénonce personne, mais il semblerait même que ça aide à se reposer et à s'endormir pour des personnes qui lisent les notes. Donc voilà, je vous dis que ça vous fait forcément du bien. Et puis surtout, ça vous informe. Et je crois vraiment que dans le panorama dans lequel on est, quand on s'intéresse à un sujet comme la tech, quand on veut un regard un peu éclairé, qui se veut un peu sérieux sur ses sources, sur la manière de vérifier les infos et les manières de le retranscrire, c'est important d'avoir des podcasts comme Tech Café à disposition. Et c'est possible parce que vous les soutenez financièrement. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur techcafé.fr/Patreon, ou pas du tout, n'importe quoi. Allez faire plutôt un tour sur patreon.com/techcafé. De toute façon, le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis, vous aurez toutes les infos sur les abonnements et les contributions que vous pouvez faire, en échange desquelles vous aurez notamment l'accès au podcast sans la pub dans votre app habituelle. Et puis, la satisfaction et la certitude d'avoir contribué à la pérennité du podcast. Donc, allez jeter un coup d'œil. Et puis, si vous êtes abonné depuis un moment, il y a un petit message aussi. Il y a... je le dénonce parce qu'il a annoncé ça publiquement sur Blue Sky. FR, notre ami FR qui soutient Tech Café sur Patreon, s'est rendu compte que depuis des mois, sa carte bancaire n'était pas à jour. Et c'est vrai que la manière dont Patreon fonctionne, il a quelques rappels, mais on peut vite passer entre les mailles du filet. Alors je pense qu'au bout d'un moment, évidemment, on n'a plus les contreparties. Mais si jamais vous souhaitez vraiment vivement soutenir Tech Café, assurez-vous que votre carte bancaire soit à jour une fois par an. Faites-vous un petit rappel et peut-être allez jeter un coup d'œil au moment où je vous parle si vous êtes abonné sur Patreon pour vérifier ce point. Ça peut être intéressant. Ce serait dommage de ne pas contribuer si vous souhaitez le faire. Et puis, un ultime mot aussi pour dire qu'il y a une autre manière de soutenir Tech Café si vous n'en avez pas la possibilité. C'est à minima de déposer un avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou sur Spotify. Il y a Matt V112 qui a dit par exemple que Tech Café est un podcast à écouter sans modération. C'est un peu comme une mise à jour Windows, dit-il, mais sans les bugs et avec des gens brillants. Pierre-Olivier, est-ce que je dois comprendre que les mises à jour Windows, faut toujours les faire, c'est ça? Et donc que Tech Café, il faut écouter tous les épisodes? C'est ce que je comprends. Je pense que là, tu as un excellent segue sur le prochain sujet, mais clairement, il y a des mises à jour qu'il ne faut pas louper. Alors, sans transition, quoique, effectivement, c'est effectivement très pertinent de faire le lien entre cet avis et la suite. Il faut qu'on parle un petit peu de cette faille de SharePoint. Alors, c'est vrai que SharePoint, je pense, dans le grand public, dans les usagers de la tech, ça parle pas toujours parce que c'est vraiment un outil, et peut-être que tu vas me contredire, tu vas apporter de la nuance là-dessus, mais de mon point de vue, SharePoint, c'est vraiment un outil qui est réservé à des grosses boîtes qui l'utilisent pour centraliser de la donnée, centraliser des projets, centraliser de l'information autour de ces projets, de la connaissance interne. Et d'ailleurs, ça sert pour beaucoup d'entreprises de socle d'intranet, ce qui est d'ailleurs assez aberrant par plein d'aspects, mais ça sert d'intranet dans plein de boîtes. Et il y a eu une faille qui a été révélée il y a de ça quelques jours. Elle avait été identifiée il y a de ça 2 mois, et puis il y avait un correctif qui était en cours de préparation, mais c'est une faille qui a été corrigée, mais 24 heures, 48 heures, je crois, avant la sortie du correctif, elle a été exploitée par une campagne d'attaque qui a été menée notamment par 3 groupes de Chine, présumés chinois en tout cas, et puis la cible, c'était des dizaines de serveurs de plusieurs agences gouvernementales, du domaine de la finance, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, aux États-Unis, mais pas que, puisqu'il y en a eu aussi en Europe et en Asie. Et alors, pourquoi on parle
de ce sujet-là, d'une part parce que les risques étaient énormes, parce qu'il y avait vraiment la potentielle prise de contrôle du serveur qui hébergeait SharePoint. Donc oui, précisons au passage que ça ne concernait que les installations sur serveurs d'entreprise de SharePoint. Les versions de SharePoint sur les clouds Microsoft n'étaient pas concernées, mais les applicatifs SharePoint dans les entreprises étaient concernés. Et donc, il y avait la possibilité de prendre carrément le contrôle sur les serveurs, avec des risques de fuite de données complètement dingues, puisque, comme je vous le dis, pour beaucoup d'entreprises, et en l'occurrence des grosses entreprises, SharePoint sert à héberger de l'intelligence interne, probablement dans la plupart des cas confidentielle. Et donc, il y a eu ce risque très important. Mais la deuxième raison pour laquelle on parle de ce sujet, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, mais a priori, il y a déjà eu des précédents d'organismes pirates, notamment en l'occurrence d'origine chinoise, qui auraient été à l'origine de plusieurs attaques qui étaient dans la même situation, c'est-à-dire quelques heures avant la mise à disposition du correctif, qui au passage met parfois plusieurs jours avant d'être implémenté, surtout quand au mois de juillet, il y a les responsables IT qui sont partis en vacances, et il semblerait quand même que les partenaires qui sont dans ce qui s'appelle le programme MAP, qui est un programme que met en place Microsoft avec un certain nombre d'autres entreprises pour dévoiler les patchs de sécurité 24 à 48 heures avant, a été un petit peu amené à partager l'info à d'autres organismes en Chine qui auraient voulu tirer parti de ces failles. Alors attention, tout ça c'est sur la base de relais d'informations qui sont elles-mêmes tirées de rumeurs, qui sont tirées d'éléments qui ne sont pas forcément étoffés et avérés, mais c'est vrai que ça pose question quand même, cette orientation, et puis on ne pouvait pas relayer cette faille qui a effectivement défrayé la chronique dans l'actualité de ce mois de juillet. Est-ce que vous utilisez, Pierre-Olivier, pas le droit de le dire, SharePoint, tu connais SharePoint? Est-ce que tu... Non. Je ne peux absolument pas commenter, mais effectivement, tu avais raison de le souligner, c'est un outil qu'on connaît surtout en entreprise, que les particuliers auxquels les particuliers ne sont pas confrontés vraiment. Cela dit, je pense qu'en arrière de OneDrive, c'est quand même du SharePoint qui tourne. Je sais que je dis peut-être une bêtise, mais ça me surprendrait pas, parce que clairement sur la plupart des outils Microsoft, c'est vraiment en arrière, c'est du SharePoint qui livre le contenu, donc ça serait peu surprenant. Et je sais que la version d'entreprise de OneDrive est propulsée par SharePoint. Cela dit, tu l'as souligné, les particuliers qui connaissent SharePoint ou non n'ont pas tellement à s'en faire, puisque c'est seulement les versions hébergées. Mais oui, c'est gros, c'est important. Et puis surtout, en plus, les entreprises qui en général choisissent d'héberger elles-mêmes ce genre d'instances le font justement pour des enjeux de disponibilité, confidentialité, sécurité. Alors, ça fait mal. En tout cas, soyez avertis si vous... je pense que vous n'aviez pas besoin de Tech Café si vous étiez dans le domaine et que vous aviez un peu les mains dans le cambouis des mises à jour de SharePoint. Je pense que vous étiez bien informés, bien avant ce 29 juillet, date à laquelle on enregistre Tech Café. Un petit mot toujours dans le domaine, alors plutôt de la sécurité, mais aussi de la mise en place de mesures qui sont pas forcément réjouissantes. Donc, alors déjà, concernant un nouveau numéro, soyez peut-être pas surpris, dans quelques temps, vous allez peut-être voir des appels avec des numéros qui sont que en 99. Si c'est le cas, ne décrochez pas. C'est des numéros qui seront a priori pas identifiés par les opérateurs, par une suite logique qui vise à certifier un petit peu les appels. Je vous donnerai vous aurez tous les détails dans l'article de Numérama qui explique un petit peu cette réflexion. À ce stade, c'est pas encore complètement mis en place, mais le but, c'est de lutter bien évidemment contre les appels frauduleux et indésirables qu'on peut recevoir sur nos appareils. Sans doute que le 99, 99, 99, etc., ça donne moins envie de décrocher qu'un 06 ou un 07. Surveiller ce point, mais je voudrais plutôt t'entendre, Pierre-Olivier, sur un point, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses à en dire non plus, mais c'est quand même un truc qui me surprend un peu. Remettons les choses dans leur contexte. C'est sur les smartphones Android, il y a la possibilité de déverrouiller et de jailbreaker un petit peu son smartphone, de faire en sorte qu'on puisse installer un autre système d'exploitation, si tant est qu'il soit compatible, d'aller intervenir un petit peu plus à la racine dans son smartphone, ce qui est beaucoup plus difficile, notamment sur les iPhones, par exemple, ce qui était possible pendant un temps, mais c'est devenu maintenant très difficile parce que les couches de sécurité de la part d'Apple ont été nombreuses. Et en tout cas, sur les smartphones Android de Samsung, les
Galaxy, il y avait la possibilité de déverrouiller le bootloader pour commencer à intervenir sur l'appareil. Et c'est vraiment un argument, je trouve, qui est hyper intéressant parce que là où on peut critiquer la décision d'Apple de fermer le produit à celui qui l'a acheté et de ne pas avoir la possibilité d'en faire ce qu'il veut pleinement, eh ben, pour le coup, Samsung jouait ce jeu-là jusqu'au bout. Et malheureusement, il s'appelifie plus que de raison, puisqu'avec la nouvelle version de leur interface One UI 8, eh ben, Samsung va tout simplement verrouiller le bootloader. Il sera plus du tout possible d'intervenir. Je pense qu'il y aura peut-être des possibilités de trouver des solutions pas officielles, mais enfin, c'est dommage. Pourquoi est-ce que Samsung fait ce choix qui me semblait être, moi, un argument de vente pour des gens qui voudraient un smartphone qui soit un peu plus ouvert et qu'on possède, quoi? Pourquoi? Alors, des enjeux de coût en service à la clientèle, très probablement. Donc, on peut imaginer des gens qui achètent d'occasion un téléphone qui est plus vieux que ce qu'ils pensent, mais ça se voit pas parce que c'est une nouvelle version d'Android, et puis finalement, après, ils ont besoin d'une réparation. Bref, ce genre de cas, évidemment, voilà, ça peut représenter... ça va être l'argument que Samsung va mettre en avant. Dans la réalité, je soupçonne que c'est aussi un enjeu d'accessibilité en termes de... En fait, Samsung fait un certain nombre de choses que Apple a mis beaucoup de temps à faire, en particulier en termes de sécurité. C'est aussi la raison pour laquelle les utilisateurs de transports en commun qui utilisent la technologie Calypso, donc la carte imaginaire, Navigo, ouais. Navigo en France. Ça paraît que je suis pas allé en France depuis longtemps. Donc oui, Navigo, Opus à Montréal et plein d'autres un peu partout dans le monde. C'est pour ça que ça, pour les réseaux qui l'ont ouvert au smartphone, ça a commencé avec Samsung et pas d'autres marques. Apple a emboîté le pas ensuite, mais essentiellement, il y a un cryptoprocesseur, il y a un certain nombre de fonctionnalités de sécurité et de cryptage qui sont assez bas niveau que on perd quand on flash la ROM. Ça peut même être un enjeu pour certains, pour la prise en charge de certains DRM. Donc, potentiellement qu'il y avait un enjeu aussi de réputation, de voir des devices circuler qui sont pas capables de faire ce que les autres Samsung font. Maintenant, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que pour de vrai, un utilisateur sur 1 million qui a choisi, en connaissance de cause normalement, de flasher son téléphone et qui a dit à ses amis que ah ben non, moi je peux pas mettre ma carte de transport dans mon téléphone, est-ce que c'est vraiment impactant pour l'image de Samsung quand littéralement 8 personnes sur 10 utilisent un Samsung et là-dedans il y en a probablement un tiers qui l'utilise pour valider le passage dans le métro? Je suis pas certain. Voilà, est-ce que c'est rationnel, est-ce que ça fait du sens? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est que y a potentiellement un marché de l'occasion qu'ils ont du mal à capter parce que on va mettre une nouvelle version d'Android et puis avoir aussi une distribution qui est plus légère, moins gourmande, mieux optimisée, et puis les gens vont pas changer de téléphone. Mais là encore, est-ce que ça représente vraiment tant d'argent que ça? Pour moi, j'ai du mal à... Je manque d'empathie sur ce genre de décision. Je comprends. Et de toute façon, effectivement, les personnes qui ont vraiment envie d'intervenir sur leur smartphone, je suis pas certain que c'est vers Samsung qu'ils se tournaient. Il y a peut-être d'autres solutions qui étaient plus proches de leurs valeurs et de leurs envies de consommation. On enchaîne très rapidement avec quelque chose de surprenant, mais ça y est, Apple et l'Union européenne vont commencer à calmer un petit peu le combat de ce qu'on en comprend d'après Reuters. Il serait question que l'Union européenne accepte les changements proposés par Apple concernant l'App Store, avec des frais de traitement de 20% pour les achats effectués via l'App Store versus 30% avant, un taux qui peut descendre à 13% pour les petites entreprises inscrites au programme dédié. Les développeurs qui peuvent désormais rediriger les utilisateurs vers des solutions de paiement externes en dehors de l'App Store, mais pour ces transactions, Apple vous demande des frais compris entre 5 et 15%. Il y a la possibilité de mettre autant de liens qu'on
veut sur son app pour sortir de l'app, pour aller gérer l'abonnement, etc., etc. Et a priori, alors bon, c'est pas confirmé, donc évidemment, il faut faire attention parce que ça pourrait être des mouvements d'influence et de communication, mais c'est complètement dingue de voir que ça pourrait en arriver là. Ça mis en parallèle de l'accord de l'Union européenne sur les conditions des droits de douane. Et ça date d'il y a quelques jours, qui ont été imposés par Donald Trump, sur lequel il y a un accord qui est vraiment, j'ai l'impression, une volonté de l'Union européenne d'accepter d'avoir un peu mal pour arrêter le combat. Ça me laisse un petit peu songeur. Ça me donne quand même l'impression que les politiques de Donald Trump continuent à porter leurs fruits sur les décisions à l'international, ce qui est assez dingue. Et puis, juste en parallèle, dans la catégorie des infos, on dit tout haut ce que tout le monde savait déjà. X a refusé de dévoiler son code source et son algo, alors qu'il l'avait dévoilé sur GitHub en 2023. Bon, il n'a pas été mis à jour depuis, donc on se doutait bien que c'était pas vraiment le code qui était utilisé en live. Mais bon, voilà, au moins ils l'ont dit et ils l'ont bien dit. On continue aussi avec les processeurs, avec... tenez-vous bien, le record absolu. Nvidia, 4000 milliards de valorisation boursière qui ont été atteints en ce mois de juillet 2025. Voilà, ça fait date. Rappelez-vous, 1000 milliards de dollars de valorisation boursière seulement en 2023. Donc voilà, en 2 ans, un quadruplement, ce qui est complètement dingue. Avec Lip Bhutan, le nouveau CEO d'Intel, qui dit qu'ils ne sont plus chez Intel dans le top 10 des entreprises leaders concernant les processeurs. Ça fout les boules quand même quand tu es dirigeant d'une boîte comme Intel et que tu dis on n'est plus dans les 10 meilleurs. Les 10 meilleurs! On n'est plus dans les 10 meilleurs. Il dirait on n'est plus dans le top 3, bon, mais on n'est plus dans le top 10. Ça s'illustre avec leur procédé de 18A de gravure qui semble être un procédé de gravure de processeur qui va pas être beaucoup utilisé et sur lequel ils avouent avoir beaucoup trop de retard face aux équivalents chez TSMC. Ils essaient de se concentrer maintenant sur les 14A. Et là, vous pourriez me dire, ouais, mais bon, l'enjeu des contrats pour des processeurs, des gros contrats, c'est compliqué, il n'y en a pas tant que ça. Et là, on a en parallèle Samsung et Tesla qui signent un deal de 16 milliards jusqu'à 2030, je crois, de mémoire, je n'ai pas l'article là sous les yeux, mais pour pas mal d'années, pour la production des processeurs pour Tesla sur le sol américain, au Texas. Bon, tu te dis, finalement, Intel, vous n'auriez pas pu quand même obtenir plus de contrats? Compliqué, hein, compliqué. On termine avec une ultime rubrique et vous allez voir qu'on va aller dans des très très gros débits et les peut-être un peu plus humbles mais bien plus originaux, avec là aussi un sujet qui a un peu buzzé sur l'actualité tech en ce mois de juillet, avec un record absolu. Vous savez, c'est toujours au Japon qu'ils ont des records de débit et ils ont annoncé, enfin en tout cas il a été question quand on comparait les chiffres, de pouvoir télécharger tout Netflix en quelques secondes, tout le catalogue Netflix en quelques secondes. En fait, c'est le NICT, l'Institut National des Technologies et de l'Information et des Télécommunications au Japon, qui a atteint le débit record de 1,02 pétabits par seconde sur 1800 km de fibre optique. Donc, voilà, il faudrait a priori 25 secondes pour transférer tout le catalogue Netflix qui serait estimé, il était estimé à 3 pétaoctets en 2013. Donc, il doit être évidemment bien plus gros maintenant, mais avec des débits pareils, ça change pas grand-chose. Évidemment, tenez-vous bien, c'est du théorique, hein, parce que je doute que les infrastructures de Netflix supportent le fait de déverser tout le catalogue en quelques secondes, et je doute même que toutes les infrastructures qui vont au-delà ne peuvent y arriver, mais enfin quand même un sacré record qui laisse songeur, parce que déjà que moi je trouve la fibre là que j'ai va très très vite, c'est chouette. Et puis alors tout à l'inverse, et je trouve ça vraiment tellement mignon que je ne peux pas m'empêcher de le relayer, même si je vous avoue à ce date j'ai encore un petit peu de doute, hein. Ça me paraît être le truc qui mériterait d'être publié en revue scientifique, revue par les pairs, tout ça, parce qu'on parle quand même d'une vidéo YouTube, mais imaginez-vous ce passionné qui a été dessiner un oiseau. Un type, voilà, il a dessiné un oiseau. Il a converti ce dessin d'oiseau sur Paint en onde sonore, donc ça fait un son, très bien. Ce son, il a été le faire écouter en boucle à un sansonnet, alors un peu particulier, sansonnet, qui est capable de reproduire les sons de manière très pertinente, mais quand même, l'oiseau, il a été digérer le son et il a été capable de le restituer. Et derrière,
quand on réécoute les ondes sonores du son produit par l'oiseau, qu'est-ce qu'on voit ? Le dessin de l'oiseau. Et voilà, notre YouTuber est arrivé à sauvegarder de la donnée pour la première fois au monde dans le cerveau d'un oiseau. C'est probablement peut-être l'info la plus importante. On va pouvoir sauvegarder à la place de tout ce qu'on faisait sur nos clés USB et sur le cloud, tout ça dans des cerveaux d'oiseaux. C'est rigolo, non ? C'est marrant. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que justement, j'ai regardé cette vidéo, puis tout de suite après, j'ai regardé une vidéo qui parlait de Matrix, puis le vidéaste comparait Matrix et Johnny Mnemonic en disant que Matrix, c'était le film qui avait compris les nouvelles technologies, alors que Johnny Mnemonic, pas du tout. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu racontes là? Parce que à date, on n'a pas encore prouvé qu'on vivait dans une simulation, alors qu'on vient de prouver qu'on peut télécharger des trucs dans un cerveau là. Donc, me semble que Johnny Mnemonic est pas mal plus réaliste que Matrix. En tout cas, dans l'état actuel des connaissances. Vont plutôt dans le sens de la sauvegarde de données dans les cerveaux des oiseaux et des animaux. Écoute, bon, évidemment, tout cela est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que je doute que ce soit exploitable au quotidien, mais c'est quand même rigolo à souligner. Vous aurez le lien vers la vidéo dans les notes de l'épisode. Pierre-Olivier, merci infiniment de m'avoir accompagné pour cet épisode de Tech Café. C'est toujours un grand plaisir d'avoir ton regard et puis tes avis circonstanciés sur les sujets qu'on peut aborder. Je ne doute pas une seconde que nos auditrices et nos auditeurs auront aussi passé un excellent moment et je ne doute pas non plus, si c'est le cas, qu'ils viendront d'une part soutenir Tech Café sur Patreon si ce n'est pas déjà le cas, s'abonner au podcast s'ils ne sont pas encore abonnés ou même venir s'inscrire sur Discord, techcafé.fr/Discord. Il y a des personnes qui sont un peu allergiques à Discord qui disent « Oh, moi je connais pas trop ». Ah, dites-vous que c'est quand même assez simple, hein. C'est un espace forum, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple et assez bienveillant. Il y a plein de rubriques de discussion qui ne sont pas que celles qui tournent autour de la tech, même si évidemment ça concentre beaucoup de nos échanges. Et puis surtout, Pierre-Olivier, c'est aussi là qu'on peut le plus facilement te retrouver, c'est ça? Merci beaucoup. Exactement. Dans des débats enflammés autour des oui, marques c'est vrai, effectivement. américaines. La mobilité est un sujet qui anime beaucoup les discussions et je sais que tu es aussi assez friand. Ça parle régulièrement de vélo, d'ailleurs, ce qui est un aspect tech plutôt qu'on ne traite pas beaucoup dans Tech Café, qui est un peu différent, mais c'est très cool. Merci infiniment encore une fois de m'avoir accompagné. Si vous en voulez un petit peu plus de ce que je peux raconter au quotidien, allez vous abonner à un autre podcast qui s'appelle La Voix de Guillaume. Je renoue avec mes amours d'il y a quelques années où je partageais mes réflexions, mais désormais et jusqu'à, on va dire, la fin septembre, je partage des réflexions quotidiennes. C'est La Voix de Guillaume. Vous aurez tout à la fois des réflexions sur la tech, assez occasionnelles, sur les usages, mais aussi sur ma vie perso. Petit voyeur que vous êtes, je vous reconnaîtrai. Et puis, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux dont les liens figurent dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.